Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Anthony qui va nous parler du thème de comment actionner les opportunités offertes par l'IA pour amplifier vos stratégies de contenu CEO. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. On aura également des sondages qui seront dispensés pendant ce webinaire. C'est à côté de l'onglet questions également en bas à droite de votre écran. Le replay sera disponible également. Vous recevrez le replay par mail en fin de journée. Je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous et je vous laisse la main, Anthony. Super. Merci beaucoup, Emma, pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, c'est l'usage de l'IA dans le domaine du référencement naturel. Et je suis convaincu que cette conférence pourra en aider beaucoup d'entre vous, puisqu'en fait, cette conférence, elle est née de diverses discussions que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entreprises, de responsables digitaux, de consultants qui me demandent, qui me disent j'ai beaucoup du mal à maîtriser tous ces nouveaux outils qui semblent vraiment très très puissants. Je n'obtiens jamais les résultats espérés avec ChatGPT. Ça va beaucoup trop vite pour moi et surtout l'IA est peut-être mal vue par Google. Donc l'objectif pour moi pour cette conférence, c'est de vous donner les clés, les bons usages de l'IA pour le SEO, de lever tous les doutes que vous pouvez avoir autour de ça. Et on pourra mettre tout ça en exergue sur un cas pratique que je vous montrerai durant cette conférence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anthony Tacher, je suis un amoureux du SEO, de l'innovation. Je suis tombé dans la marmite du SEO lorsque j'étais plus jeune. Je suis tombé en 2004 dans le SEO pour être exact, et j'ai eu une agence de développement web et SEO pendant plus de 10 ans, que j'ai ensuite revendu pour vraiment me lancer dans un projet innovant encore davantage, qui est SEO Quantum, donc depuis 2017. On a créé d'autres outils comme Alorand et Rédaction IO. Je suis accompagné aussi aujourd'hui par Marien Meunier, qui sera là aussi pour vous répondre à vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou dans l'onglet questions directement. Ça sera plus simple pour y répondre à la fin. Petite présentation, instant pub rapide sur qu'est-ce que c'est que SEO Quantum, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait chez SEO Quantum. Donc, c'est une solution, on a développé une solution pour les responsables digitaux, les consultants SEO et les rédacteurs pour les aider à maximiser l'impact de la création de contenu. Donc, on pilote vraiment tous les contenus grâce à SEO Quantum. Ça passe à la fois par la partie création de stratégie de contenu, monitoring des performances, jusqu'à, bien entendu, l'optimisation de vos contenus pour le référencement naturel. On aura le temps tout à l'heure d'en rediscuter un petit peu. Donc, pour mettre un peu de contexte par rapport à cette conférence, on parle souvent de l'IA. Quand on parle de l'IA, on pense souvent à ChatGPT, mais c'est pas l'histoire d'une IA, c'est l'histoire des IA, parce qu'il y a plusieurs IA qui ont traversé les décennies. Ça commence dans les années 40, 40-50, avec notamment, on pense à Turing pour le développement du premier ordinateur. Ensuite, dans les années 70, il y a une démocratisation de l'IA grâce à des films comme Star Wars, avec les robots conversationnels comme C3PO, R2D2. Et puis, voilà, il y a eu des phases de creux, et en 2010, l'avènement de l'IA avec la partie machine learning, deep learning, bon, c'est des mots que vous devez entendre assez souvent, et jusqu'à l'apparition en 2017 d'une nouvelle, en tout cas d'une évolution de ces IA, avec notamment la partie Transformers. Donc, ce sont des mécanismes, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ce sont des mécanismes d'attention sur la partie deep learning qui permettent en fait de mieux comprendre les interactions qu'on peut avoir d'un point de vue textuel. Jusqu'à arriver en 2018, je crois, de OpenAI avec GPT-1, et 2020 avec la révolution GPT-3, donc d'OpenAI. Pour la petite histoire, en 2022, donc c'est juste 2 ans après
qu'on a eu le grand boom avec ChatGPT, qui est une surcouche finalement à GPT-3 pour utiliser en mode agent conversationnel. Donc maintenant qu'on a un peu ce contexte-là, donc on voit que ça fait quand même de nombreuses années que les IA existent. D'un point de vue SEO, l'IA est également utilisée énormément par les moteurs de recherche et notamment Google. Donc en référencement naturel, c'est vraiment une histoire d'amour qui est très très ancienne pour Google, puisqu'ils utilisent vraiment l'IA dans leurs algorithmes. Donc il y a pour une meilleure compréhension donc, du contexte. Donc, on pense ici aux algos comme RankBrain, BERT, c'était des choses peut-être que vous avez déjà entendues. Ou alors pour améliorer le classement de la SERP. Donc la SERP, c'est la page de résultats du moteur de recherche, avec notamment des algorithmes de learning to rank, qui est un apprentissage supervisé qui permet d'améliorer en fait la pertinence tout simplement du classement. Et puis des algos aussi qui luttent contre la partie spam. Et puis récemment aussi Google SGE, qui fait quand même beaucoup parler de lui, qui intègre au sein de Google une partie génération-réponse, génération donc de contenu au sein directement de la SERP, de la page de résultat, vous allez avoir une réponse élaborée par le moteur de recherche. D'un point de vue consultant, responsable digitaux, il y a aussi l'utilisation des IA, notamment avec des outils qui vous permettent en fait de combattre entre guillemets Google avec les mêmes algorithmes. On pense à des algorithmes par exemple de keyword clustering. Donc les keyword clustering ce sont des algorithmes qui permettent de regrouper de façon similaire par rapport à l'intention de recherche, par rapport à une SERP, les mots-clés entre eux, pour augmenter en fait votre pertinence thématique, en tout cas la pertinence thématique d'un site, et montrer que vous avez vraiment une autorité forte sur un marché et, in fine, augmenter votre positionnement. Il y a aussi des algorithmes qu'on appelle de word embedding. Donc le word embedding, en deux mots, ce que c'est, ce sont en fait des algorithmes qui consistent à représenter les mots sous forme de vecteurs numériques, et ça va vous permettre d'améliorer la pertinence de vos pages pour un moteur de recherche. Donc là, je vous ai mis une petite copie d'écran de ce qu'on fait chez SEO Quantum. L'idée, c'est d'utiliser les bons mots pour ranker sur un mot-clé donné. Il y a une empreinte qui est laissée, et si vous voulez ranker dans le top 10 de la SERP, il va falloir que vous utilisiez certains mots qui sont attendus par le moteur de recherche. Donc voilà, vous avez tout plein d'algorithmes. On a aussi des algorithmes qu'utilisent donc les consultants SEO pour mesurer la similarité entre les pages, pour optimiser le maillage interne. Et puis aussi des algorithmes, notamment GPT, qui vous permet de générer du texte, mais aussi des images pour pouvoir ranker sur le moteur de recherche. Donc là aussi, on a développé une technologie depuis à peu près un an. N'hésitez pas à la tester, c'est notre assistant IA qui vous fait un brouillon de 600 à 1000 mots d'un texte qui est optimisé pour le SEO. Ça, c'est vraiment un gain de temps. Quand vous avez déjà un brouillon qui fait 600 à 1000 mots, qui vous permet vraiment de augmenter votre productivité. Et c'est ce que je dis ici, en fait. Pourquoi utiliser l'IA en SEO? Parce que c'est devenu vraiment un outil, c'est une fonction indispensable. Déjà pour jouer à armes égales avec Google, c'est-à-dire comprendre ce que Google attend. On va utiliser ces outils d'algorithme, ces outils d'algorithme IA pour justement comprendre quelles sont les attentes du moteur de recherche, que ce soit d'un point de vue intention de recherche, et être vraiment plus compétitif. Quand je dis plus compétitif, c'est que vous allez pouvoir augmenter votre productivité et votre productivité en termes de génération de contenu ou d'amélioration, d'optimisation de vos pages. Et puis, vous allez aussi pouvoir améliorer la qualité du contenu et répondre de façon plus précise, plus fine, réellement aux attentes du moteur de recherche qui, lui, veut simplement répondre aux attentes des internautes. Donc aujourd'hui, on va faire un focus et ça va l'heure un peu du premier sondage. Je vous propose de faire un focus. Ici, on parle, vous avez vu des IA, on va faire un focus vraiment sur l'IA générative, qui est une IA en particulier, et la présentation vraiment portera là-dessus. Donc notamment tout ce qui est IA générative, mais IA générative textuelle, comme ChatGPT ou Claude,
Ce sont des différentes IA. Donc, l'idée aussi avec ce sondage-là, c'est de voir si vous utilisez au quotidien le ChatGPT, alors plutôt dans un usage professionnel. Si c'est quelque chose que vous avez pris l'habitude d'utiliser, ce serait intéressant de voir vos réponses. Alors, je vais les voir. Est-ce que je ne sais pas comment on peut voir tout de suite. Bon, sinon je regarderai plus tard comment voir le résultat du sondage. Mais voilà, n'hésitez pas à y répondre dans l'onglet sondage. Il va y avoir plusieurs propositions. Hop, et par instant, je continue la présentation. Donc, Google SGE, c'est un bouleversement majeur pour le SEO, donc pour le référencement naturel de vos sites. Puisque Google va proposer un résumé des résultats de la SERP. Donc, c'est vraiment une menace importante, puisque indirectement, le trafic va baisser. On va avoir cet encart qui va venir se greffer en début de chacune des réponses et qui rebat complètement les cartes du SEO, parce qu'on va avoir une réponse vraiment donnée par le moteur de recherche sur une intention précise. Et donc, on aura moins de renvois vers différents sites de la page de résultats du moteur de recherche. Donc, ça peut impacter de façon très importante le trafic du moteur de recherche. Et même chose d'un point de vue SEA. Donc là, Google Ads versus payant de Google, puisqu'aujourd'hui, Google ne sait pas encore comment il va monétiser ce type de résultats, puisqu'il n'y aura qu'une seule réponse qui sera mise en avant par le moteur de recherche. De l'autre côté, du côté des opportunités, nous, on pense que ça peut être une opportunité très importante pour les sites, parce qu'in fine, nous allons aller vers une meilleure conversion, ou en tout cas, les entreprises qui auront pris le temps d'optimiser leur SEO pour apparaître dans Google SGE, donc c'est en quart de réponse, seront mis plus en avant par le moteur de recherche, donneront des contenus plus informatifs, plus engageants, offriront une meilleure expérience utilisateur aux internautes, et in fine, donc, généreront plus de leads, plus de trafic, plus de ventes, et amélioreront également leur image de marque. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans cette balance-là, et SGE est déployé aux États-Unis. Donc, si vous voulez tester, je vous invite à prendre un VPN pour pouvoir avoir une IP américaine et pouvoir tester SGE et faire vos premiers tests. En France, il est prévu qu'il sorte plutôt courant de fin d'année, voire l'année prochaine. D'un point de vue plus maintenant, le rôle du consultant ici, la réflexion ici, c'est de se dire que la position, elle change complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vision globale, nous, en tant que consultant digital, d'avoir une vue globale du besoin utilisateur et plus forcément se concentrer uniquement sur la partie, comment dire, SEO avec les petites astuces d'optimisation à droite, à gauche. Je pense que demain, les consultants devront s'adapter en tout cas à ces nouveaux algorithmes et avoir une approche plutôt holistique, voilà, plus orientée marketing de l'entreprise pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et également, il servira de garde-fou pour veiller et contrôler la qualité des contenus livrés. Donc, en résumé, on reste sur les grands basiques de Google. Donc, pour plaire à Google, ici, il faudra veiller, bien sûr, à créer du contenu de qualité basé sur votre expertise, qui reflète de l'expérience et qui va créer une confiance auprès des utilisateurs. Donc, c'est le principe de HIT qui est très connu dans le milieu du SEO. Alors, nous, c'est vrai, si je me permets, je vais vous partager une petite expérience personnelle qu'on a mis en place chez SEO Quantum parce qu'on aime beaucoup tester nos innovations avant de les rendre publiques. Donc, courant 2021, on a testé GPT avec GPT-3 à l'époque de mémoire sur la rédaction de contenu pour le SEO. Ça avait l'air, en tout cas, sur le papier, de quelque chose de plutôt fiable par rapport à ce qu'on avait empiriquement. Mais il s'avérait que le contenu était quand même de faible qualité, avec beaucoup de répétitions, certains patterns qui se répétaient également. Les contenus s'indexaient très mal sur les moteurs de recherche, donc on avait fait ça sur une dizaine de noms de domaines, on avait généré plusieurs centaines de contenus. Bref, on n'était pas réellement satisfait
On s'est vite aperçu des limites parce qu'il n'y avait aucune connaissance de GPT, du contexte dans lequel on voulait créer nos contenus pour les SEO. Bref, on a jeté tout ça à la poubelle et on avait vraiment ces grosses promesses d'un point de vue SEO, hein, malgré ces promesses qui étaient vraiment démesurées par rapport à GPT. L'adoption aujourd'hui, elle est vraiment remise en question. Puisque voilà, écrire des prompts, c'est super compliqué, ça peut se sembler compliqué. La véracité des contenus générés, quid, comment on fait pour vérifier? Risque d'effet, risque de biais, d'effet d'hallucination, et on a besoin d'une relecture indispensable. Malgré cela, pour en revenir à l'histoire, on pense aujourd'hui que pour le SEO de demain, pour vos stratégies de contenu, l'IA générative est vraiment un game changer. Ça va être vraiment une nouvelle approche du SEO. Et nous, on a combiné donc, notre expertise qu'on a d'un point de vue SEO avec les datas également de chez SEO Quantum et la nouvelle expertise qu'on a développée qui est de l'ingénierie des prompts pour créer, donc en fin 2022, Redaction.io, qui est un outil de génération de texte spécialisé pour le SEO, pour créer des contenus qui rankent. Et donc, on a appris, on a forgé, on a fait des tests. Il n'y a pas réellement d'école aujourd'hui sur l'utilisation des IA génératives. C'est une compétence qui s'acquiert avec beaucoup de tests, d'expériences. Et aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est de vous dévoiler les principes qu'on a pu ici élaborer et de vous donner nos trucs et astuces pour pouvoir demain améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer sa stratégie de contenu SEO grâce à l'IA. Donc je passe assez vite toutes ces parties-là qui sont plus des parties théoriques. Chez nous, en fait, l'IA, enfin Internet grandit à toute vitesse et on a vraiment on fait vraiment ce constat que comme il s'agrandit à toute vitesse, nous, en tant que responsables digital, d'acquisition, SEO, on est convaincus que le SEO n'est que le bras armé de la partie marketing et la partie marketing est le bras armé de la stratégie d'entreprise. Et donc, chaque projet est intimement différent. Et donc, on doit repenser les bases à chaque fois pour chacun de nos projets. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment on remplit ces trois niveaux de strat, donc le persona, le besoin, le contenu SEO, grâce à l'IA. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans l'ère de l'attention. Chaque réseau social, moteur de recherche, essaie de capturer votre attention et on doit orienter tout ça sur l'utilisateur, donc le persona. Et l'idée ici, c'est de positionner au bon moment sa marque sur le moteur de recherche, sur ce qu'on appelle le sujet clé et avoir à un moment donné vraiment un point d'accroche, deux points d'accroche, trois points d'accroche jusqu'à ce que l'entreprise soit ancrée dans les habitudes ou dans les usages de l'utilisateur. Nous, ce qu'on utilise, on aime beaucoup faire cet exercice donc, de création de persona, donc définir son client idéal. Alors pour nous, le client idéal, c'est la personne qui retirera le plus de valeur de votre produit et qui apportera le plus de valeur à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment ça la définition de notre client idéal. Et c'est là-dessus, en tout cas, qu'on va orienter tous nos efforts SEO, qu'on va construire la stratégie de contenu. C'est un travail qui est long et fastidieux, mais maintenant, grâce à la révolution de l'IA, on peut aller beaucoup plus vite. Et là, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Donc, c'est la partie plus pratique. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez une Google Search Console, donc c'est la partie de Google qui vous permet de récupérer des données, je vous invite à aller télécharger au format Excel la liste de tous vos mots-clés que vous pouvez dans la Search Console. Ici, j'ai pris une Search Console en particulier. Si vous êtes débuté un projet, je vous invite à aller chercher dans des outils comme SEMrush, Ahrefs, d'exporter des listes de mots-clés de vos concurrents qui sont sur le marché. Ensuite, vous recevrez ces différents prompts que je vais vous donner, mais l'idée ici, c'est d'utiliser l'IA avec du prompt qui sont bien particuliers. Vous prêtez attention aux zones qui sont surlignées en rouge, qui va aider en tout cas à créer les personas. Donc ici, je lui demande d'agir comme un consultant SEO spécialisé sur la thématique. Je lui demande de faire un processus d'amélioration continue en spécifiant les personas de la sorte sous forme de tableau. Et le résultat,
ici donc de cette exécution. Je prends ma liste de keywords, j'exécute ce prompt et j'ai la création ici, donc ici de 3 personas pour cette thématique-là. Donc on est sur la thématique de voyager avec son chien et donc les 3 personas, Julie, Thomas, Léa, qui sont créés. Donc voilà une première chose, une première structure pour créer cette grille de personas. Et ensuite, on va aller plus loin. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque avec cette instruction-là, discuter si la réponse du modèle prend en compte tous les points de vue pertinents. Et donc là, le modèle souligne la réponse, donc, qui manquerait un profil plus senior, qui manquerait aussi des critères de segmentation, et qu'on pourrait aller plus loin en intégrant des motivations plus profondes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer cette génération avec cette critique. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, ici, on a un nouveau personnage qui est créé, donc Michel, propriétaire de chiens de 68 ans, qui n'a pas forcément les mêmes critères de succès, puisque Julie cherche ici à voyager sans stress avec son chien, alors que Michel cherche à voyager sans se fatiguer et respecter le budget avec son chien. Il a rajouté aussi un nouveau critère ici, situation familiale. Donc là, on a déjà une première technique qui s'appelle Reinforcement Learning AI Feedback. L'idée ici, c'est que les IA passent par plusieurs chemins de formation, d'entraînement, on appelle ça. Donc, ils sont entraînés sur des corpus géants de données, de textes. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on va faire des retours, des feedbacks humains en disant bah, ça, par rapport au prompt ou à la question donnée, c'est la réponse attendue. Et l'humain va évaluer si c'est pertinent ou pas. L'idée ici, c'est de shunter en fait cette partie humain et de demander à l'IA elle-même de s'auto-évaluer sur une sortie. Donc, on a des principes, on appelle les principes de la constitution AI. Donc, ça, c'est créé. Je vous inviterai à aller voir l'article qui explique très bien le principe. C'est que on va donner ces lois, les lois ici d'utilisation de l'IA, qui va venir s'auto-critiquer et s'auto-former en fait avec ces différents feedbacks qu'elle va recevoir, non pas de la part d'un humain, mais de la part d'elle-même, finalement, basée sur cette constitution. D'un point de vue qualité, on voit que les performances sont au-delà de ce que peut faire un humain, puisqu'il y a beaucoup moins de biais ici, justement, de biais qui sont liés aux humains. C'est beaucoup plus neutre. Et en termes d'innocuité, c'est beaucoup plus fort. Et c'est moins subjectif. Et donc, c'est une technique qui est utilisée aujourd'hui chez Claude, alors Anthropic AI, qui est un concurrent d'OpenAI, qui est utilisé voilà, chez Claude pour pouvoir, sur Claude en tout cas, pour pouvoir l'entraîner. Nous aussi, donc, on peut l'utiliser. Donc, la semaine, il y a 2 semaines, je crois que j'ai reçu un message d'un client me disant, ben voilà, j'ai généré un texte. Et là, dans ce cas, tout simplement, dans ce texte ici, qui est sur la beauté des 2 Alpes, dans le texte, l'IA me dit, sélectionnez votre location de vacances parmi les résidences d'Alpiez-Montrond, situées au plein cœur du domaine skiable. En fait, le client me dit, mais là, écoute, Anthony, c'est pas possible, on me parle de 2 choses. Et en effet, on regarde, il y a une distance qui sépare de 80 km entre ces 2 stations. Et le client qui est expert a vu tout de suite l'erreur. Là, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va utiliser ce principe de réentraînement, en tout cas, pour lui demander, discuter et lister si une réponse du modèle contient des erreurs incorrectes et mal présentées. Et grâce à ça, l'IA va voir que, justement, le test qui a été produit, il y a une erreur sur les résidences, en effet, parce que Montrond est situé dans une autre station de ski que dans les Alpes françaises. Donc, il serait plus judicieux de modifier ici. Donc, elle fait sa critique et elle se corrige. Donc, les biais, en tout cas, les effets d'hallucination peuvent être fortement réduits par ce type d'approche. Je vais assez vite là-dessus, mais voilà, il y a plus de 50 principes qui existent. Nous, on les a listés au sein de nos outils pour pouvoir vraiment réduire tous les biais, en tout cas maximiser l'impact de nos biais. Et c'est quelque chose que je vous invite à aller lire et consulter dans ce document. On pourra aussi vous en fournir quelques-uns si vous le souhaitez à la suite de cette conférence.
Étape numéro 2, donc de notre pyramide, on va passer à la partie besoin. Le besoin, c'est ce qui va mouvoir, c'est ce qui va donner au persona, une fois qu'on l'a identifié, de trouver une information, une solution à un problème, ou bien de se divertir. Ici, je parle bien du besoin du persona, je fais vraiment la distinction entre le besoin du persona et le besoin de l'entreprise, ce sont deux choses différentes. C'est vraiment ici important à le souligner. Donc l'idée, c'est aussi de lancer un prompt ici sur Julie. On a fait un zoom sur ce personnage qui est Julie. Et on prête aussi également attention à ce qui est souligné ici en rouge, qui va aider finalement à une meilleure compréhension par le modèle d'IA en tout cas du résultat qu'on souhaite obtenir à la fin. L'idée ici, c'est de faire un zoom sur Julie et de demander ici à l'IA d'exprimer les besoins qu'elle pourrait avoir. Donc là, je copie-colle, tout simplement, je reprends ma structure, je mets mon prompt, je fais un copier-coller de ma colonne Julie et je lance, et l'IA va m'élaborer toute une liste de besoins que pourrait avoir ce personnage, donc ici Julie, et grâce à ces besoins, après on va pouvoir switcher sur la partie sujet à aborder. Alors ici on a vu le principe, donc là ça m'a généré je crois une soixantaine même de besoins. On utilise un autre principe qui est la chaîne de pensée. Donc grâce à, tu suivras les étapes suivantes. Donc qu'est-ce qu'une chaîne de pensée? Donc les modèles de langue sont vraiment très forts en statistiques, en prédiction. Mais ils n'ont pas proprement dit des capacités cognitives de raisonnement comme on peut avoir un humain. C'est vraiment des schémas statistiques qu'ils ont appris. Il n'y a pas réellement de compréhension. Là, l'idée avec le Chain of Thought, c'est de donner vraiment une capacité de raisonnement à ces modèles. L'idée derrière, c'est de leur montrer les différentes étapes à suivre pour obtenir un résultat. Et c'est ce qu'on a fait ici avec, justement pour ce cas pratique ici, donc sur Julie, on lui a demandé de suivre telle et telle et telle et telle étape pour obtenir le résultat voulu. Donc là, sous forme d'arborescence, il nous a listé plus de 60 besoins que pourrait avoir Julie. Un autre exemple ici de biais d'hallucination qui peut être en tout cas résolu grâce à la chaîne de pensée. Quelque chose de très concret, les mots croisés, ChatGPT, il s'en sort très mal. Donc là, je cherche un mot d'un arbre, nom d'un arbre en latin qui commence par la lettre P, qui se termine par la lettre A et qui est composé de 8 lettres, et il nous sort Pinus, qui ne contient que 5 lettres et qui se termine par un S. L'idée ici, c'est de lui donner, pense étape par étape, qu'il puisse lui-même se faire sa propre chaîne de pensée, et en effet, quand on rajoute juste ça, il va aller me donner la bonne réponse parce qu'il a pu déterminer lui étape par étape chacun des étapes pour atteindre l'objectif. Dernière étape de notre pyramide, si on revient à notre cas pratique. Donc, avant de passer à la partie rédactionnelle, il est impératif d'identifier ce qu'on appelle le besoin. Donc, à partir des besoins, d'identifier l'intention de recherche. Quel type de contenu à produire? Comment on va couvrir ce thème? L'intention de recherche, c'est un peu un terme technique qu'on utilise chez nous, chez les SEO, pour décrire finalement quel est l'objectif, tout simplement, voilà, de l'internaute, pourquoi en fait il fait cette recherche sur le moteur de recherche. Petite warning, généralement il y en a qui commencent sur Strat de contenu directement par cette étape-là, sans avoir passé par la table persona, besoin, et ils vont directement aller voir du côté des outils, je pense à SEMrush, Ahref, pour assortir des listes de mots-clés. Nous, on le fait dans un second temps pour venir approfondir la recherche, est-ce qu'il y a des zones d'ombre qu'on a complètement oubliées, et pour évaluer éventuellement un volume de recherche. Mais on le fait vraiment dans un second temps, une fois qu'on a nettoyé et qu'on a vraiment pris le temps de creuser l'intention et le besoin de recherche. Donc, on revient sur notre cas pratique. Donc, Julie, ses attentes, c'est de voyager sans stress avec son chien, et on va creuser une petite partie, donc ici, d'un des besoins. Je crois qu'il y en avait une cinquantaine, soixantaine de besoins, en un prompt de parc et naturel. Et donc, pareil, on relance un prompt ici, tout simplement. Avec ce prompt, c'est
lui demander de façon structurée de me faire une suggestion à la fois sur le mot-clé visé, sur l'idée de contenu à bâtir, quels sont les thèmes, le premier thème à aborder dans le contenu et les spécifications vraiment particulières liées à ce contenu. Et là, vous commencez à avoir dessiné votre brief de contenu pour créer vos contenus SEO. Après, vous rajoutez là-dessus une analyse plus algorithmique de la SERP avec un outil SEO Quantum, pour le citer, pour venir dire, OK, il y aura tel et tel terme à aller employer pour orienter encore davantage vos contenus pour qu'ils répondent réellement au moteur de recherche. Donc là, voilà, on obtient une nouvelle matrice, donc sous forme de tableau également, où on va avoir une colonne. Donc là, je vous rappelle, on a repris donc le cas ici de Julie. On lui a demandé, OK, maintenant, je voudrais des idées de contenu pour le personnage Julie sur la partie parc, je crois. Et donc là, voilà, on retrouve ici, première utilisation de mots-clés, donc parc naturel adapté aux chiens. Le guide, l'idée de contenu, ça sera axé sur le guide des parcs naturels où les chiens sont autorisés. Donc là, un titre optimisé, un premier titre optimisé SEO, toujours à vérifier quand même. Premier thème à aborder, second thème à aborder, spécification, donc lister les parcs, les règles spécifiques. Et on voit quelque chose de super intéressant que vous allez retrouver ici. Top 10 des parcs nationaux américains où emmener votre chien. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas spécifié. Ça fait partie d'une des règles, une des dernières règles qu'il n'y a pas forcément ici et que je vous donnerai ça en fin de conf sur la partie synthèse. Mais l'idée, c'est d'être donner le plus de contexte possible à vos instructions, à vos prompts. Puisque là, par exemple, je n'ai pas forcément précisé qu'on était en France. Et donc, voilà, il est parti sur les parcs nationaux américains. Donc voilà, là vous avez votre pyramide. Vous avez défini vos personas, les besoins de vos personas. Donc ce sont des multiples branches. Donc vous pouvez avoir 2, 3, 4 personas, avoir une liste de peut-être 40 ou 60 besoins par persona. Et ensuite, là-dedans, vous allez vous retrouver avec des listes. Donc là, je vais te demander qu'il me fasse une liste de, je crois, 20 sujets différents sur l'un seul besoin des personas. À vous ensuite d'orienter vos stratégies en fonction des besoins plus liés à votre industrie, à votre entreprise, c'est-à-dire prioriser vos contenus en fonction de tout cet amas de données. Donc, on voit que c'est vraiment une IA générative qui va vraiment produire beaucoup de contenu. À vous après d'orienter votre stratégie en fonction de votre cœur d'industrie. Une fois que vous avez fait tout ça, il reste la phase numéro 4 qu'on n'abordera pas ici parce que c'est vraiment énorme, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est passer à la partie rédactionnelle, donc écrire vos contenus en fonction des briefs, des éléments que vous ont donné ChatGPT. Ça prenait énormément de temps avant ChatGPT, on passait plusieurs journées à faire toute cette partie-là. Maintenant, en 2 à 3 heures, ça peut être vraiment fait, toujours avec un filtre humain et une relecture humaine et une connaissance, bien sûr, de votre secteur d'activité. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que Google sanctionne ce type d'approche, c'est-à-dire construire une stratégie comme ça et produire du contenu avec GPT? Eh bien non, Google ne sanctionne pas puisque Google le dit très clairement. Si le contenu est utile à l'internaute, c'est-à-dire est-ce que l'outil apporte de la valeur ajoutée à ce moment-là, que ce soit un humain ou que ce soit une machine ou que ce soit autre chose qui rédige, tant que ça apporte de la valeur ajoutée, ça ne sera pas pénalisé par Google. Petit exemple, ici, un nouveau site avec 45 pages produites avec Redaction.io, qui est le petit frère de SEO Quantum. Voilà, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il commençait déjà à ranker avec un contenu qui a été généré ici par l'IA. Encore plus intéressant ici, c'est un e-commerce de niche. En 3 mois, 70 textes produits, 60% de ces textes rankent dans le top 10 et environ une quinzaine rank dans le top 5. Donc pareil, ce sont des contenus ici full IA, c'est-à-dire générés uniquement par l'IA. Alors après, je mettrai quand même quelques warnings, il faut quand même que les autres insights, indicateurs, soient pas spammy. Si vous envoyez du backlink complètement spammy, que de l'IA, production massive d'un seul coup, attention quand même à ça. Pour terminer, un autre cas, plus concurrentiel ici, on est dans le domaine du voyage. Suite à une refonte vraiment intégrale du site, on a créé plusieurs milliers de pages donc, ici sur ce site.
qu'on a déployé courant février. Et donc, on voit qu'on passe d'un trafic de 3000, donc c'est une capture ici de href de 3000 visiteurs, à plus donc, de 15 000, 1 x 5 ici en termes de trafic, avec du contenu également IA. Et là, avec les dernières updates, donc là, vous voyez, ça date de début d'octobre. Avec les dernières updates, ça marche très bien, ça rentre très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. En résumé, donc pour résumer, les bonnes pratiques, on a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un petit récap là-dessus. Donc, utilisez, structurez correctement vos prompts en définissant un rôle, un ton, un contexte. Utilisez la chaîne de pensée également dans l'instruction pour pouvoir être vraiment très concis et procédural dans comment vous voulez que l'IA résolve votre problème, et spécifier un format de sortie. Est-ce que c'est un format sous forme de tableau? Moi, j'aime particulièrement ça. Ou est-ce que ce sont des exemples ou du texte? Utilisez également ce qu'on avait vu au début aussi sur le renforcement pour pouvoir ce que l'IA puisse autocritiquer et apporter elle-même des correctifs à vos contenus. Quelques outils indispensables. Moi, j'utilise beaucoup, en tout cas chez Quantum, on utilise beaucoup Discord d'OpenAI, où il y a des milliers de prompts gratuits et à disposition de tous. Claude Anthropic également, qui permet d'avoir 100 000 tokens de contexte, donc 100 000 tokens de contexte à environ 70 pages de contenu. C'est ce que vous avez vu au début, quand j'ai copié-collé en fait la liste, parce que la GSC, votre liste de mots-clés dans l'étape 1, elle peut faire plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers d'entrées. Et avec un chat GPT, vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin, parce qu'il y a une fenêtre de contexte qui est beaucoup plus petite. Je crois que c'est 8000 tokens. Et grâce à, voilà, à Anthropic AI, vous allez pouvoir vraiment copier-coller cette liste importante de mots-clés. Si vous n'avez pas accès à ces outils-là, je vous recommande de passer par Po.com, qui vous permet d'accéder à Claude, à GPT-4, mais aussi à d'autres modèles génératifs comme Stable Diffusion pour les images. Et puis TypingMine, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour pouvoir interconnecter les différentes API. Et c'est vraiment un gain de temps par rapport à l'utilisation classique de ChatGPT. Pour finir, on est en train de développer chez SEO Quantum un modèle spécialisé dans le SEO. L'idée, c'est, SEO Quantum fait la partie crawler, on a des données également de la GSC, donc le crawler permet de parcourir vos pages. La GSC, ce sont les données de recherche, les volumes de recherche de vos sites. Et on a également les données de la SERP. Et l'idée, c'est d'avoir une IA spécialisée dans le SEO qui est en plus en considération des spécifications liées à votre métier et à votre business. Et donc, on est en train de bâtir ça. C'est en phase alpha actuellement. Et on cherche des bêta-testeurs qui puissent nous faire des retours de feedback contre une licence de test. Voilà, l'idée, c'est de nous faire des feedbacks par rapport à ce nouvel outil qui est, je pense, vraiment une révolution d'un point de vue SEO, parce que c'est vraiment un assistant ici qui va vous accompagner sur toutes les petites optimisations, la réécriture de métadescription, de title, comme on a les données à la fois de la GSC, du crawler, on a plein de rapports super intéressants qui apportent vraiment beaucoup. Donc, je pense que Maria va vous mettre le lien en commentaire dans le chat. Vous avez juste à remplir ça, et dès que la phase de bêta test sera ouverte, on vous invitera à rejoindre le programme. Et en tout cas, je vous espère nombreux sur ce programme. Voilà pour moi. Merci. J'allais dire, je prends la suite. Non, c'est un grand mot. Oui, je vous ai bonjour à tous déjà, avant de commencer. Je vous ai mis le petit lien effectivement sur le SurveyMonkey. Emma va nous mettre un peu la pression puisqu'on n'a plus que 5 minutes. Donc je te propose 5 minutes. Ça va aller pour traiter les questions. Anto, hop, donc on va faire par vote si ça vous va, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Évidemment, vous aurez moyen de nous contacter après en direct, ceux qui ont envie de leur réponse, ou moi j'essaierai de garder vos noms. Peut-être celle de Régis qui est assez intéressante, très intéressante. Comment peut-on appliquer ça à une stratégie e-commerce multiproduit? Alors bon, en 5 minutes, voire moins, puisqu'il faut répondre à toutes. Mais voilà, je ne sais pas si tu as une réponse à donner. Carrément. C'est des choses qu'on a déjà pu tester également, et d'où la pertinence qui est vraiment effroyable, je trouve, de ces modèles-là. Ils vont
pouvoir voir que c'est des recherches plus commerciales, transactionnelles, et proposer une stratégie qui est adaptée. Alors là, il y a à la fois, on a vu ici à la fois la stratégie déployée, la stratégie de contenu, donc il est capable d'orienter la stratégie de contenu, mais également quand vous pouvez essayer de lui demander avec ce type d'approche, d'orienter vos stratégies au global d'un point de vue SEO, il est capable également d'orienter la stratégie au global d'un point de vue SEO, c'est-à-dire prioriser par exemple les fiches, certaines sections de fiches produits par rapport à des volumes de recherche donnés quand vous allez copier-coller toutes vos colonnes de la GSC avec les clics, les volumes d'impression. Et donc, vous faire une segmentation en vous disant, voilà, là, vous devriez commencer par optimiser tel typologie de produit et faire du contenu également pour venir soutenir cette catégorie de produits. Bref, c'est vraiment quelque chose d'épatant. Donc, je pense que tu peux réutiliser les prompts qu'on va vous donner à la fin pour pouvoir tester et vraiment prendre du feedback. C'est vraiment un fabuleux assistant. Ok. 12, on a peut-être le temps d'en faire une petite deuxième. Je vois que celle-là, qui est peut-être un peu plus, j'allais dire terre à terre. Dans le cas d'une rédaction de contenu par IA, dans quelle mesure peut-on être sûr que celle-ci est inédite? Inédite, ça veut dire quoi inédite? C'est dupliqué? Peut-être, je sais pas. Bon, admettons que ça soit Ouais, dupliqué. dupliqué, original. Ouais. Enfin, Alors, non ce sont des dupliqué, modèles justement. génératifs. Ouais, ce sont des modèles génératifs qui se basent en fait sur une probabilité de trouver des mots dans un champ donné. Donc en fait, il n'y a pas, même s'il va s'inspirer de différents contenus, il est très peu probable de retrouver la même chaîne de caractères. De plus, Google ne sanctionne que le pur duplicate, c'est-à-dire quand vous allez avoir vraiment un copier-coller de facto de deux pages ayant le même contenu au mot près. Donc, quand vous allez avoir seulement, allez, on va dire seulement 10, peut-être 10% de duplication, ça ne sera pas sanctionnable par les moteurs en tout cas, ce n'est pas sanctionné par les moteurs de recherche. Et si vous voulez vraiment vous assurer de l'unicité de votre contenu, il y a plein d'outils qui existent sur le marché qui permettent de mesurer et de voir le contenu dupliqué. Ok, merci. Peut-être une petite dernière très courte qui nous permettra de conclure. Non, si, je peux plus sélectionner la question. Peut-être que c'est le temps imparti. Je sais pas, je peux Non, plus. allez-y, c'est quelle question vous Ok, voulez? j'arrive plus à la mettre en avant. Celle de Thomas, la troisième en termes de Voilà. votes. Voilà, tout à fait. Nous permettra de conclure peut-être avec une petite pub justement, mais comment optimiser un contenu existant avec une IA? Donc j'imagine que c'est comment Ouais. optimiser un contenu. Alors je sais pas si c'est rédigé avec IA ou via une IA pour optimiser un contenu, mais Vous optimiser un contenu existant avec une IA. Ça dépend aussi de l'objectif. Donc, si c'est dans un objectif SEO, il y a des outils qui existent, et notamment le nôtre qui te permet ici d'optimiser ton contenu, à la fois d'être assisté par notre outil et te donner surtout les bons termes à utiliser dans le contenu pour qu'il puisse performer d'un point de vue SEO. Si c'est autre chose que SEO et qu'on est un spectre plus large, comme, je sais pas, un contenu pour les réseaux sociaux, il faudra bien que tu spécifies dans ton prompt quel est l'objectif que tu souhaites atteindre avec ce contenu. Si tu veux utiliser une IA spécialisée dans cet objectif-là. Je ne sais pas si ça répond, mais j'ai peu de contexte. ouais, et peu de temps non plus. Ok. Ok, Je peux écoute, vous accorder une dernière. Allez, après. une dernière. Je vois Merci, Emma. ce sujet suscite beaucoup d'intérêt et de questions, donc allez-y. Ouais, alors tac tac tac, je vois qu'il y avait Une courte. une courte. Je sais pas si ça va être courte, celle de Thomas, c'est intéressante. Comment comprendre l'intention de recherche pour faire coïncider avec une chaîne de raisonnement? Comment comprendre l'intention de recherche pour faire coïncider avec une chaîne de raisonnement? Je pense que Alors c'est là, surtout le comprendre l'intention de recherche qui va être intéressant. Je pense que c'est par rapport à une requête, j'imagine. ok. Ok, mais après, ça peut être un peu dans le processus qu'on utilise chez Rédaction.io, c'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre l'intention de recherche, de voir quels sont les sujets abordés dans cette intention de recherche-là, et ensuite euh, enchaîner
plusieurs séquences, donc ici plusieurs prompts, pour amener finalement, on part de l'intention de recherche, à amener un contenu qui répond à cette intention de recherche-là. Donc l'idée, c'est vraiment que tu récupères les données un maximum de données de la concurrence, de la SERP, parce qu'en fait, c'est ce que veut Google aujourd'hui. Aujourd'hui, Google veut répondre, et de toute façon, c'est son business model, il veut répondre à ce que veulent les internautes, pour d'ailleurs monétiser grâce à la publicité. Donc, tu t'inspires de ce qu'il y a sur le moteur de recherche pour comprendre l'intention de recherche, que ce soit d'un point de vue création de contenu, type de contenu à produire, ou même verbatim, sémantique, je veux dire, des mots à utiliser, pour ensuite créer tes propres prompts, si tu veux le faire de ton côté avec ChatGPT, pour ensuite constituer un nouveau prompt qui sera lui un prompt rédacteur qui fera la rédaction de contenu. C'est peu ou prou ce qu'on utilise dans notre chaîne de production de façon très simpliste ici, mais je pense que ça peut te donner de bonnes bases. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je raconte, mais... J'en ai peut-être juste une dernière et après j'arrête parce que je me dis que ça peut être intéressant et justement vraiment en lien avec le sujet. Désolé, le lien, je ne l'avais pas vu. C'est comment informer ChatGPT de la nature de notre persona. Est-ce nécessaire d'utiliser la version 4? Puisque justement, c'est tout ce qui a été mis en avant sur la mise en place du persona. Donc je pense que d'un point de vue pratique, ça peut être intéressant de répondre rapidement. Oui, en fait, c'est ce que... Alors, il y a deux questions. Comment informer ChatGPT de la nature de notre persona? C'est en tout cas dans notre partie à nous, sur la partie besoin et sur la partie idée de contenu, on lui donne toutes les informations liées au persona. C'est-à-dire qu'on va lui donner toutes les spécificités qu'on a sur le persona, à la fois sur les intentions profondes, les critères de succès. Donc on donne toute cette information-là. Plus il y aura de contexte GPT aura plus de contexte et mieux c'est pour pouvoir avoir ici des réponses cohérentes qui répondent réellement à un besoin. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser la version 4? Je n'ai pas testé, c'est vrai, sur la version 3. Si les besoins sont liés à la version 3, donc en API, et pour traiter des masses de données, moi je recommande plutôt de passer par Claude d'Anthropic AI. Si vous n'avez pas accès, comme nous, à Anthropic AI, vous passez par Po, qui vous donnera accès à Anthropic AI. Ok, je pense que là, on a assez. Notre négociation arrive à son terme. Non, je vous remercie beaucoup, Anthony et Marien, pour votre intervention. J'ai mis un petit sondage également dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis. C'est un thème, voilà, l'intelligence artificielle qui suscite beaucoup de questionnements. Donc, merci d'avoir pour votre présentation cette conférence. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, le replay vous sera envoyé normalement juste après que je termine l'événement. Donc, n'hésitez pas si vous voulez revenir sur certaines notions et de contacter Anthony et Marien si vous voulez en savoir plus sur SEO Quantum ou bien d'autres questions. Bien évidemment, présent sur tous les réseaux. Au revoir.